Alors chapitre 23, analyse asymptotique. Alors dans ce chapitre, il y aura trois parties. La première partie, ce sera la comparaison de fonctions. Donc fonction dominée, fonction équivalente, fonction négligeable. Donc ça généralisera ce qu'on a déjà vu sur les suites, mais ce sera beaucoup plus riche parce qu'il y aura un certain nombre d'équivalents de référence avec les fonctions usuelles. Dans une seconde partie, on s'intéressera aux branches infinies et dans une troisième partie, au développement limité. Donc petit 1, fonction dominée. On dit qu'une fonction petit f est dominée par une fonction g au voisinage de a s'il existe au voisinage de a une écriture de cette forme-là, f égale g fois h, où h est une fonction bornée. L'idée, c'est quoi? Évidemment, à condition que la fonction g ne s'annule pas au voisinage de a, cela voudrait dire que le quotient f sur g, donc c'est-à-dire la fonction h, fonction f sur g soit bornée au voisinage de a. On le note f égale grand O de g ou f de x égale grand O de g de x. Une manière de réexprimer ça, ça serait, si on regarde non plus f de x mais valeur absolue de f de x, ce qui vaut donc valeur absolue de g de x fois valeur absolue de h de x, la fonction h étant bornée au voisinage de a, c'est équivalent à dire, donc cette égalité-là est équivalente à dire qu'au voisinage de a, on a une inégalité de ce type. Donc cette remarque est particulièrement importante pour un certain nombre d'applications. Petit 2, fonction négligeable. On dit qu'une fonction f est négligeable devant une fonction g si, de même au voisinage de a, on écriture de cette forme-là, sauf que cette fois, la fonction que j'ai appelée epsilon et non pas h a une limite nulle quand x tend vers a. Donc l'idée cette fois, si la fonction g ne s'annule pas au voisinage de a, l'idée c'est de dire que le quotient f sur g tend vers 0, puisque le quotient f sur g c'est la fonction epsilon. Ça se note, f est égal à petit o de g. Les limites usuelles, donc qu'on avait appelées les limites de croissance comparée. Donc limite de exponentielle x sur x, on sait que ça tend vers plus l'infini en plus l'infini. Ici, ça veut bien dire que j'ai un quotient qui est égal à 0. Bien sûr, c'est pas le quotient exponentielle x sur x, mais ça serait le quotient x sur exponentielle x. Donc ça veut bien dire que x est négligeable devant exponentielle x. J'ai bien un quotient qui tend vers 0, donc le numérateur est négligeable devant le dénominateur. Ici, ça aussi c'est une limite usuelle, x fois exponentielle x au voisinage de 0. Donc ça on peut le voir comme un quotient, le quotient de la fonction exponentielle x divisé par 1 sur x, donc ça veut dire que e de x est négligeable devant 1 sur x au voisinage de moins l'infini. x ln de x, ça on peut également le voir comme le quotient de ln de x par 1 sur x, donc ça veut dire que ln de x est négligeable devant 1 sur x au voisinage de 0, et ln de x sur x, ça veut dire que ln de x est un petit o de x au voisinage de plus l'infini. Donc là, c'est juste une redite. Ceci est une redite de ces croissances comparées. Je vous rappelle, l'intérêt de ces croissances comparées, c'est bien que les quatre quotients ou produits qui sont là sont bien a priori des formes indéterminées. Exemple 1, si f est dérivable en a, donc on avait déjà exprimé ces égalités, sauf que ici, à la place de petit o de x moins a, on avait directement écrit x moins a fois une fonction qui tend vers 0. Donc x moins a fois une fonction qui tend vers 0 en a, c'est bien ce qu'on vient d'appeler un petit o de x moins a. Avec cette écriture-là, ici on avait écrit h fois une fonction qui tend vers 0 quand h tend vers 0, donc ça s'appelle bien un petit o de h. Donc ça, ces égalités sont vraiment importantes. Ces expressions sont appelées des développements limités à l'ordre 1. Et donc pour être capable ici d'appliquer ces formules, il suffit que la fonction f soit dérivable en a. Le but de la partie 3 de ce chapitre sera de généraliser les développements limités à un ordre supérieur à 1. Donc pourquoi ici ordre 1? Parce que le plus grand exposant de x qui apparaît, de x pour cette égalité et de h dans cette égalité, c'est 1. Donc si vous préférez, ce morceau-là, le morceau f de a plus x moins a fois f' de a, c'est une fonction affine.
de la variable petit x. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça d'ordre 1, parce que le degré est inférieur ou égal à 1. Des exemples de référence, d'application directe de ces formules. Je vous laisse le vérifier. J'ai juste systématiquement eu besoin de dériver la fonction. Donc si je dérive par exemple la fonction 1 plus x puissance alpha, ça fait évidemment alpha facteur de 1 plus x puissance alpha moins 1. Évalué en 0, ça vaut alpha. Donc j'obtiens 1 plus alpha x plus petit o de x. Ça, c'est le cas particulier alpha égale moins 1. Ça, c'est le cas particulier alpha égale 1,5. Bon, je ne vais pas tous les faire. Ils s'obtiennent systématiquement par application de ces formules-là. Quelques remarques sur les grands taux et les petits taux. Dire que f est un grand taux de 1, donc 1 ne s'annule pas, donc on peut très bien dire que ça veut dire que le quotient f sur 1 est borné au voisinage de a. Le quotient f sur 1, évidemment, c'est la fonction, c'est tout simplement la fonction f. Donc dire que f est un grand taux de 1 signifie simplement que f est borné au voisinage de a. F est un petit taux de 1, ça veut dire que le quotient f sur 1 tend vers 0. Ça veut dire tout simplement que la fonction f tend vers 0, évidemment, au point A. Une proposition qui donne un certain nombre de propriétés qui permettent de manipuler le symbole petit o. Si f1 et f2 sont deux fonctions qui sont négligeables devant la même fonction petit g, alors pour tout scalaire alpha et bêta, alpha f1 plus bêta f2 est un petit o de g. Ça, vous imaginez bien que ça signifie du coup que l'ensemble des fonctions négligeables devant g est stable par combinaison linéaire. Évidemment, la fonction nulle est bien un petit o de g, donc je viens de vous prouver oralement que l'ensemble des fonctions qui sont un petit o de g est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des fonctions. Deuxième point, si f1 est un petit o de g1 et f2 un petit o de g2, alors le produit f1 f2 est un petit o du produit g1 g2. Petit 3, la transitivité, si f1 est négligeable devant f2 et si f2 est négligeable devant f3, alors f1 est négligeable devant f3. Et enfin, le quatrième point qui est particulièrement important, qui dit que si f est négligeable devant g et si alpha est un réel non nul, je peux tout simplement dire que alpha f est négligeable devant g ou que f est négligeable devant alpha g. Autrement dit, je peux multiplier l'un des deux termes, entre f et g, par un scalaire alpha. Ceci est important, ça nous permettra parfois de simplifier nos expressions. La démonstration est détaillée ici. Je vais juste en détailler un point, par exemple le point 4. Dire que f est négligeable devant g, ça veut dire que f s'écrit g fois epsilon avec epsilon qui est une fonction de limite 0 en a. Si je veux calculer alpha f, je multiplie par alpha dans cette égalité. Alpha f c'est égal à alpha g fois epsilon. Je vais isoler le g, puisque moi je voulais démontrer que quelque chose était un petit o de g. Mais alpha fois epsilon, donc la fonction epsilon elle tend vers 0. Donc si je passe à la limite en a, j'obtiens alpha fois 0, c'est-à-dire 0. Donc j'ai bien prouvé que alpha f est égal à une fonction qui tend vers 0 fois g, donc j'ai bien prouvé que alpha f est un petit o de g. De même, si je veux faire apparaître cette fois tout simplement un alpha g, j'ai plus qu'à compenser le fois alpha par un fois 1 sur alpha, et la limite de 1 sur alpha fois epsilon vaut 1 sur alpha fois 0, ça fait 0. Donc j'ai bien prouvé que f était négligeable devant alpha g. Donc on a bien démontré l'ensemble des 4 points de la proposition.